Le chasseur Wildcat vibra tandis que des obus de canon déchiraient son empennage. Le lieutenant commandé Jimmy Thatch regarda l'avion de son ailier se désintégrer sous les tirs ennemis. Le chasseur japonais se releva sans effort pour une nouvelle passe. Nous étions en mai 1942 et les pilotes américains mouraient dans des combats tournoyants qu'ils ne pouvaient pas gagner. Thatch savait que ce moment arriverait depuis des mois. Depuis que ce rapport de renseignement de septembre 1941 avait atterri sur son bureau, il avait compris que les chasseurs américains étaient obsolètes avant même que la guerre ne commence. Le Zéro japonais pouvait virer plus court, grimper plus vite et manœuvrer mieux que tous les avions de l'inventaire de la marine. Ce qu'il ne savait pas, c'était à quel point les pilotes américains seraient complètement impuissants. Les tactiques de chasse traditionnelles, les formations que chaque aviateur naval avait ancrées dans sa mémoire musculaire, étaient pires qu'inutiles contre le Zéro. C'était un suicide. Les mathématiques étaient simples et brutales. Dans un combat tournoyant, le Zéro pouvait effectuer son virage et placer ses canons sur la cible pendant que les Wildcats américains essayaient encore de virer. Au moment où un pilote de Wildcat réalisait qu'il était en difficulté, les traceurs japonais remontaient déjà son fuselage. Les pilotes mouraient avant de comprendre ce qui les avait tués. Et Thatch savait que cela allait empirer. 22 septembre 1941. Le bulletin de renseignement arriva à la base aéronavale de San Diego, marqué « Confidentiel ». Thatch, commandant de la Fighting Squadron 3, le lut 2 fois pour être sûr de bien comprendre. Puis il s'assit lourdement à son bureau. Les Japonais avaient un nouveau chasseur, le Mitsubishi A6M0. Des sources de renseignement en Chine rapportaient des performances qui semblaient impossibles. Taux de montée, 1500 mètres par minute. Rayon de virage, incroyablement serré. Vitesse maximale, 530 km par heure. Rayon d'action, 1900 km. Chaque spécification dépassait les chasseurs américains. Le F-4F Wildcat que pilotèrent les hommes de Thatch était plus lent, grimpait moins bien et ne pouvait pas virer avec le Zéro. Dans un combat tournoyant traditionnel, les pilotes américains seraient désavantagés à chaque engagement. Thatch emporta le rapport chez lui ce soir-là. Il vivait à Coronado avec sa femme et sa jeune fille, une maison modeste près de la plage d'où il pouvait voir les avions de la marine s'entraîner au-dessus du Pacifique. Ce soir-là, il resta assis à sa table de cuisine longtemps après que sa famille se fût couchée. Il sortit une boîte d'allumettes et commença à les disposer sur la surface en bois. Chaque allumette représentait un chasseur. Il les déplaçait, simulant des attaques et des manœuvres défensives, essayant de visualiser quelle formation pourrait donner une chance aux pilotes américains. Heure après heure, nuit après nuit, Thatch déplaça ses allumettes. Sa femme le trouvait à 2 heures du matin, penché sur la table, réarrangeant les minuscules bâtonnets de bois et marmonnant à propos d'angles et de distances de séparation. Il remplit des carnets de diagrammes, chacun représentant une formation potentielle qui pourrait contrer la supériorité du Zéro. Tout ce qu'il essayait échouait. S'il regroupait les chasseurs pour un soutien mutuel, la manœuvrabilité supérieure du Zéro lui permettait de les déchiqueter. S'il les dispersait, le Zéro pouvait les engager individuellement. Les cercles défensifs traditionnels, la manœuvre de Lufbery qui avait fonctionné pendant la Première Guerre mondiale, étaient des pièges mortels contre un avion qui pouvait virer à l'intérieur du cercle. La doctrine tactique de la marine supposait une certaine parité entre chasseurs. Quand un avion était significativement supérieur, toutes les tactiques standards s'effondraient. Thatch essayait de trouver une formation qui permettrait à des avions inférieurs de vaincre des avions supérieurs par le seul travail d'équipe. Cela semblait impossible, mais Thatch continua de déplacer ses allumettes parce qu'il savait ce qui arriverait s'il ne trouvait pas de réponse. Ses pilotes, ses amis, les jeunes hommes sous son commandement mouraient dans des avions qui ne pouvaient pas rivaliser. Et puis, vers octobre 1941, 2 mois avant Pearl Harbor, le schéma s'imposa. Il positionna 2 allumettes côte à côte, séparées par une distance spécifique. Quand il simula une attaque par l'arrière, la manœuvre défensive fonctionna soudainement. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez et ce que vous savez sur le Thatch Weave. Déposez un commentaire ci-dessous et dites-moi si vous aviez déjà entendu cette histoire. Et si vous appréciez ce niveau de détail historique, j'espère que vous vous abonnerez à la chaîne.
Ces histoires nécessitent des recherches sérieuses pour obtenir les détails corrects et savoir que vous êtes là rend tout cela utile. La formation que Thatch développa était élégamment simple dans son concept, mais nécessitait une exécution parfaite. Il l'appela la position de défense par le travers, bien qu'elle fût plus tard renommée Thatch Weave par un autre pilote, James Flatley. Voici comment cela fonctionnait. 2 chasseurs volaient côte à côte, séparés par une distance égale au rayon de virage du Wildcat, environ 450 mètres. Quand un 0 attaquait un chasseur, ce pilote virait vers son ailier. L'ailier virait simultanément vers son partenaire. Les 2 Wildcats se croisaient, tissant d'avant en arrière comme des ciseaux. Tout 0 suivant un Wildcat se retrouverait à voler face au second Wildcat. Le pilote du 0 poursuivant faisait face à un terrible choix, continuer l'attaque et subir des tirs de face ou rompre et perdre la cible. Si le 0 virait pour attaquer le second Wildcat, la manœuvre se répétait. Les Wildcats se croisaient encore et encore, maintenant constamment le 0 sur la défensive au lieu de l'offensive. La formation transformait la capacité de virage supérieure du 0 en un handicap, mais Thatch avait besoin de la tester. Au début de 1942, Pearl Harbor fumait encore et la guerre était déclarée. Il fit appel au meilleur pilote de son escadron pour un test de combat simulé. L'enseigne Edward Butch OR, qui deviendrait plus tard le premier as américain de la guerre et recevrait la Medal of Honor. Thatch emmena 3 autres Wildcats pour jouer la défense, les positionnant selon sa nouvelle formation. O'Hare mena 4 Wildcats comme attaquants, avec pour instruction de pousser leurs attaques aussi agressivement que possible. O'Hare était un pilote doué avec des compétences de tir exceptionnelles. Si quelqu'un pouvait briser la formation, ce serait lui. Ils grimpèrent à 4500 mètres au-dessus de San Diego et commencèrent l'exercice. O'Hare mena sa section pour la première attaque, se plaçant sur la queue de l'un des chasseurs de Thatch. Le pilote ciblé vira vers son ailier. La formation se croisa. O'Hare se retrouva face à un autre Wildcat pointé directement sur lui. Il rompit, fit un cercle et essaya à nouveau depuis un angle différent. Même résultat. Il tenta une attaque par le haut. Le tissage la contra. Il essaya d'arriver vite par le bas. La formation s'adapta et le força à se défendre. Après 20 minutes de combat simulé, O'Hare atterrit frustré mais excité. « Chef, ça a vraiment marché », dit-il à Thatch. « Je ne pouvais faire aucune attaque sans voir le nez d'un de vos avions pointé sur moi. » La formation fonctionnait en théorie et en pratique contre des avions amis, mais Thatch savait que le vrai test viendrait contre de véritables 0 au combat. Il entraîna son escadron sans relâche sur le tissage, soulignant que le timing et la coordination étaient tout. Les 2 ailiers devaient virer simultanément, maintenir une séparation appropriée et se faire entièrement confiance. Certains pilotes doutaient qu'une manœuvre aussi complexe puisse être exécutée dans le chaos du combat. Thatch comprenait leur inquiétude. Les tactiques de chasse traditionnelles mettaient l'accent sur la compétence individuelle et la liberté d'action. Le tissage exigeait de subordonner l'initiative individuelle à la coordination d'équipe, mais il savait aussi qu'il n'avait pas le choix. L'industrie américaine ne pouvait pas produire un chasseur supérieur au 0 du jour au lendemain. Le F-6F Hellcat et le F-4U Corsair étaient encore en développement et n'atteindront pas les escadrons de la flotte avant un an. Jusque-là, les pilotes américains feraient face au 0 dans des avions inférieurs. Le tissage était leur seule chance. En avril 1942, la plupart des pilotes expérimentés de Thatch furent transférés vers d'autres escadrons en formation pour la guerre qui s'étendait. Il dut reconstruire le VF-3 presque à partir de 0 avec de nouveaux pilotes fraîchement sortis de l'entraînement. Il leur enseigna le tissage immédiatement, répétant la formation jusqu'à ce qu'ils puissent l'exécuter par instinct. 4 juin 1942. La bataille de Midway. Thatch menait 6 Wildcats comme escorte pour le Torpedo Squadron 3. 12 bombardiers torpilleurs Douglas Devastator attaquant la flotte de porte-avions japonais. Les bombardiers torpilleurs lents et obsolètes avaient désespérément besoin de la protection des chasseurs. Ils trouvèrent les porte-avions japonais au nord-est de l'île de Midway et immédiatement des zéros fondirent sur eux comme des frelons. Thatch regarda avec horreur les zéros déchiqueter les bombardiers torpilleurs. Les Devastators n'avaient aucune chance.
En quelques minutes, 10 des 12 furent abattus. Les 6 chasseurs de Thatch essayèrent de les protéger, mais étaient désespérément en infériorité numérique. 15-20 contre 6 Wildcats. L'un des chasseurs de Thatch tomba presque immédiatement. Il ne lui restait plus que 5 avions face à un nombre écrasant. Il appela son ailier, l'enseigne Robert Ram Dibb, et positionna les chasseurs pour le tissage. Le lieutenant Brainard Macomber, l'autre ailier de Thatch, resta collé à son aile. Les zéros arrivèrent en vite, choisissant leur cible. Puis quelque chose d'impossible arriva. Le tissage fonctionna exactement comme Thatch l'avait conçu à sa table de cuisine 1 an plus tôt. Un zéro se verrouilla sur la queue de Dibb. Dibb appela à l'aide et vira vers Thatch. Thatch vira vers lui. Les 2 Wildcats se croisèrent. Thatch passa sous l'avion de Dibb et tira une rafale soutenue dans le ventre du zéro qui passait en trombe. Le moteur du chasseur japonais s'enflamma, perdant des pièces en se retournant, traînant de la fumée. Les zéros pressèrent leurs attaques, mais chaque fois que l'un se mettait en position de tir, le tissage le forçait à se défendre. Thatch et Dibb se croisaient d'avant en arrière, leur trajectoire tissant le ciel. Macomber suivait Thatch avec précision, maintenant la géométrie de la formation. Un zéro fit une passe frontale à Thatch. Il maintint sa discipline de tir, attendant le dernier moment, puis tira. Le capot moteur du zéro se désintégra et des flammes jaillirent du moteur. Le pilote japonais cabra violemment, mais le chasseur était fini. Un autre zéro essaya de suivre Dibb dans un virage. Thatch était déjà en position, croisant derrière son ailier. Il tira dans la zone du cockpit du zéro. La verrière vola en éclats et l'avion partit en tonneau incontrôlé. En moins de 10 minutes de combat, Thatch abattit 3 zéros. Dibb en eut un. Les autres Wildcats de la formation survécurent malgré une infériorité numérique de 4 contre 1. La tactique que Thatch avait développée avec des allumettes sur sa table de cuisine avait fonctionné dans le combat le plus meurtrier de la guerre du Pacifique. Après la bataille, le rapport de Thatch sur l'efficacité du tissage se répandit dans la marine avec une rapidité remarquable. Des pilotes qui avaient été terrifiés à l'idée d'affronter des zéros avaient soudain une tactique qui leur donnait une chance de se battre. La formation ne rendait pas le Wildcat supérieur au zéro, mais elle neutralisait les avantages du zéro par le travail d'équipe. Le tissage avait un autre avantage crucial. Il ne nécessitait aucune communication radio. Les pilotes pouvaient l'exécuter par des signaux visuels seuls. Quand votre ailier virait vers vous, vous viriez vers lui. Simple. Dans le chaos du combat avec les radios souvent brouillées ou endommagées, cette coordination silencieuse s'avéra inestimable. James Flatley, commandant du VF-42, testa le tissage après avoir entendu le récit de Thatch. Il l'appela le Thatch Weave, en reconnaissance de son inventeur, et le nom resta. En août 1942, le tissage était une doctrine standard pour les escadrons de chasse de la marine dans tout le Pacifique. Les pilotes du corps des Marines pilotant des Wildcats depuis Henderson Field sur Guadalcanal l'adoptèrent immédiatement. Ils faisaient face à des attaques quotidiennes de chasseurs zéro venant de Rabaul, souvent en infériorité numérique de 3 ou 4 contre 1. Le tissage leur permettait de survivre et parfois d'égaliser le score. La réaction japonaise fut la confusion et la frustration. Saburo Sakai, l'un des as japonais avec le plus grand nombre de victoires, rencontra le Thatch Weave au-dessus de Guadalcanal et écrivit à ce sujet après la guerre. Pour la première fois, écrivit Sakai, le lieutenant-commandeur Tadashi Nakajima rencontra ce qui allait devenir une célèbre manœuvre de double équipe. 2 Wildcats sautèrent sur l'avion du commandant. Il n'eut aucun mal à se placer sur la queue d'un chasseur ennemi, mais n'eut jamais la chance de tirer avant que le coéquipier du groomman ne fonde sur lui par le côté. Nakajima, un pilote expérimenté et habile, fut forcé de rompre son attaque et de piquer vers la sécurité. Nakajima était furieux quand il rentra à Rabaul, se souvint Sakai. Il avait été forcé de piquer et de fuir pour se mettre en sécurité. L'impact psychologique sur les pilotes japonais fut significatif. Ils s'étaient habitués à dominer les chasseurs américains dans le combat tournoyant. Maintenant, ils faisaient de face à une tactique qui transformait leur avantage en piège. Les pilotes de zéro durent approcher les formations américaines plus prudemment, réduisant leur agressivité. Le tissage fonctionnait parce qu'il changeait la géométrie du combat. Dans un duel
1 contre 1, la capacité de virage supérieure du zéro donnait l'avantage aux pilotes japonais. Mais le tissage faisait de chaque engagement un 2 contre 1, et la géométrie favorisait les Américains quand ils travaillaient ensemble. Fin 1942, le tissage était devenu si standard que les nouveaux pilotes l'apprenaient pendant l'entraînement avant d'atteindre les escadrons de combat. Il sauva des centaines, peut-être des milliers de vies américaines pendant la période cruciale avant que des chasseurs supérieurs comme le F-6F L4 et le F-4U Corsair n'entrent en service. L'armée de l'air américaine remarqua le succès de la marine et adopta le tissage pour ses chasseurs P-38 Lightning et P-40 Warhawk dans le Pacifique. Les pilotes découvrirent que la formation fonctionnait avec n'importe quel avion, pas seulement les Wildcats. Le principe du soutien mutuel et des virages défensifs coordonnés s'adaptait à différents chasseurs. Même après que des chasseurs américains supérieurs furent entrés en service en 1943, le tissage resta une tactique de base. Les pilotes de F-6F L4 l'utilisaient quand ils étaient en infériorité numérique. Les escadrons de F-4U Corsair l'incorporèrent dans leur doctrine. L'efficacité de la tactique ne dépendait pas d'avoir le meilleur avion. Elle dépendait de la coordination et de la discipline. Le tissage fut utilisé dans tous les théâtres de la Seconde Guerre mondiale. En Europe, il fut utilisé contre les chasseurs allemands. Dans le Pacifique, il contrait non seulement les zéros, mais tous les types de chasseurs japonais. Des pilotes de P-51 Mustang escortant des bombardiers au-dessus de l'Allemagne utilisèrent des versions modifiées du tissage pour la protection mutuelle. Après la guerre, le Thatch Weave devint une doctrine fondamentale pour l'aviation de chasse dans le monde entier. Les forces aériennes l'étudièrent comme un exemple de la façon dont l'innovation tactique pouvait surmonter les désavantages matériels. John Thatch lui-même monta au grade d'amiral et continua à développer des tactiques tout au long de sa carrière. Le tissage était encore enseigné et utilisé pendant la guerre du Vietnam, plus de 20 ans après que Thatch eut disposé ses allumettes sur sa table de cuisine. Des pilotes de F-4 Phantom l'utilisèrent contre les chasseurs MiG nord-vietnamiens. Le principe de base restait valable. 2 chasseurs travaillant ensemble étaient plus de 2 fois plus efficaces que 2 chasseurs travaillant seuls. Thatch prit sa retraite de la marine en 1967 en tant qu'amiral 4 étoiles. Il avait servi pendant 40 ans, étant le pionnier non seulement du tissage, mais aussi de nombreuses autres innovations tactiques. En 1958, il fit la couverture du magazine Time pour ses contributions à la lutte anti-sous-marine pendant la guerre froide. Un prix annuel pour le meilleur escadron anti-sous-marin de la marine porte encore son nom. Mais on se souvient surtout de lui pour ses allumettes, pour les nuits passées à sa table de cuisine, à déplacer de petits bâtonnets de bois pendant que sa famille dormait, cherchant une formation qui maintiendrait ses pilotes en vie. Le tissage est né du désespoir, développé par une analyse méthodique et prouvé dans le combat le plus meurtrier de la guerre du Pacifique. La tactique démontra quelque chose que les forces militaires oublient parfois. La supériorité de l'équipement compte, mais les tactiques et l'entraînement comptent plus. Le zéro était objectivement supérieur au Wildcat dans presque tous les domaines mesurables. Pourtant, les pilotes américains utilisant le tissage tinrent tête au zéro et gagnèrent souvent. Thatch comprit que vous n'avez pas besoin du meilleur équipement pour gagner. Vous avez besoin des meilleures tactiques pour l'équipement que vous avez. Face à un problème impossible, il n'exigea pas de meilleurs avions ni ne se plaignit des avantages du zéro. Il s'assit avec des allumettes et trouva un moyen de gagner. En tout cas, l'héritage du Thatch Weave s'étend au-delà de son efficacité tactique. Il représente le principe selon lequel l'innovation peut venir de n'importe où, même d'une table de cuisine à Coronado, en Californie. Que l'analyse systématique et la pensée créative peuvent résoudre des problèmes qui semblent insurmontables. Et il démontre le pouvoir de la préparation. Thatch développa le tissage des mois avant Pearl Harbor, avant que l'Amérique n'entre en guerre, basé sur des rapports de renseignements concernant un avion ennemi dont la plupart des Américains n'avaient jamais entendu parler. Quand la guerre arriva, ces pilotes étaient prêts avec une tactique qui sauva leur vie. Aujourd'hui, les pilotes de chasse du monde entier étudient encore le Thatch Weave dans l'entraînement tactique. Les avions modernes équipés de radars, de missiles et d'ordinateurs combattent très différemment des Wildcats et des Zéros, mais le principe sous-jacent reste valable.
Le travail d'équipe coordonné vainc la supériorité individuelle. Le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II, les chasseurs les plus avancés du monde, utilisent encore des formations dérivées de l'innovation de Thatch. Les pilotes pratiquent des manœuvres de soutien mutuel dont la lignée remonte directement à ses allumettes, se déplaçant sur une table de cuisine en 1941. John Thatch mourut le 15 avril 1981, 4 jours avant son 76e anniversaire. Il fut enterré au cimetière national de Fort Rosecrans à San Diego, surplombant le Pacifique où ses pilotes avaient combattu. Une frégate, l'USS Thatch, fut commissionnée en son honneur en 1984. Mais son plus grand monument est peut-être la tactique elle-même, encore enseignée aux pilotes de chasse 80 ans après qu'il l'ait inventée. Le Thatch Weave prouva que la pensée supérieure bat l'équipement supérieur, que le travail d'équipe défie la compétence individuelle et que la bonne tactique au bon moment peut changer le cours de la guerre. Tout cela parce qu'un officier de marine refusa d'accepter que ses pilotes étaient condamnés. Au lieu de désespérer face à la supériorité du zéro, il acheta une boîte d'allumettes et se mit au travail. Il déplaça ses bâtonnets de bois sur sa table de cuisine jusqu'à trouver le schéma qui sauverait des milliers de vies. La prochaine fois que vous serez confronté à un problème impossible, souvenez-vous de John Thatch et de ses allumettes. La réponse n'est peut-être pas de meilleures ressources ou un équipement supérieur. Parfois, la réponse est déjà sur la table devant vous. Vous avez juste besoin de l'arranger correctement. Voici ce que je veux savoir de vous. Si vous aviez été à la place de Thatch en 1941, sachant que vos pilotes allaient en faire face à un chasseur ennemi supérieur, auriez-vous passé ces nuits à la table de cuisine à chercher une solution? Ou auriez-vous accepté que certains problèmes ne peuvent pas être résolus? Déposez votre réponse dans les commentaires, car ce choix entre accepter la défaite et chercher une meilleure voie est un choix que nous devons tous faire à un moment donné.